Salam alaikum, marhaba bikoum, bonsoir tout le monde. Donc, اليوم, Inch'Allah, c'est la suite du sujet de la dernière fois. Ça veut dire l'importance du commerce ou les relations diplomatiques ou commerciales entre Tlemcen ou là, les Ianides de Tlemcen et principalement les Espagnols. C'est parce que c'est les seuls documents qu'on a en possession. Les archives ne mentionnent que très peu. C'est-à-dire les archives zianides ont été complètement perdues, mais les Espagnols ont su sauvegarder quelques-uns. Donc c'est pour ça, tout le sujet que j'ai abordé sur ce commerce ou là sur ce trafic commercial entre Tlemcen et la rive nord de la Méditerranée, je l'ai situé ou là je l'ai focalisé sur la région espagnole, la Majorque ou les îles Baléares. Donc, donc ça, c'était aussi une question qui m'a été posée à l'âge les Espagnols, mais c'est parce que c'est les seuls documents qu'on a en possession. Alors, pour tout ce qui est l'Italie ou la France, malheureusement, on a des fragments un peu partout dans les livres, on le sait que qu'il a existé ce commerce avec ces pays, où on le sait que le Qaysariya c'était le grand marché, ou là le grand bazar, ou là le centre un centre de négoce à Tlemcen, mais on n'a pas de documents pour l'illustrer. Donc, il est difficile d'évaluer l'importance du commerce entre Tlemcen et l'Aragon. Donc, je reviens encore aux Espagnols, vu l'absence, donc comme je l'ai dit, vu l'absence générale de documents ou le caractère fragmentaire de ceux que nous possédons. Néanmoins, des recherches, c'est le livre que je vous ai conseillé la semaine dernière. C'était le livre de Dufour, c'était en 1966 qu'il a publié, donc, où lui, il a ramassé, où il a collecté toutes les informations, tous les chiffres, toutes les faits, des faits commerciaux bien Tlemcen et les Espagnols. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne Dufour? Il nous donne une idée de l'envergure des échanges commerciaux entre l'Aragon et Tlemcen, du moins pendant le XIIIe, XIVe siècle, c'est-à-dire après la chute, principalement après le départ des Mérinides Mansoura, c'est-à-dire 1307-1308, c'est-à-dire pendant la période d'Abou Hammam Moussa Ier, jusqu'à la période d'Abou Hammam Moussa II. Donc, il nous dit que un registre unique conservé aux archives de Palma indique qu'entre le 23 janvier et le 18 mars 1284, 45 navires quittèrent Majorque, un tiers d'entre eux pour se rendre dans le sultanat de Tlemcen, c'est-à-dire 9 à Oran, 3 à Alger, 2 à Brest et 1 à Tunis. Ainsi, même en plein hiver, bien qu'il y avait la navigation maritime était très difficile, néanmoins 2 ou 3 petits navires appareillaient chaque semaine pour les ports à Tlemcen. Nous savons, c'est-à-dire quand je parle de Tlemcen, oui, là vous l'avez compris, à tout le sultanat, c'est-à-dire toute la dynastie zianide. Donc nous savons qu'en 1328, 20 navires environ quittèrent Majorque pour les ports de sultanat et qu'il y avait des traversées régulières, au moins une fois par mois, entre Majorque, Valencia, Barcelone, Oran et Ronain et les petits ports du Maghreb central. Selon les documents assemblés par Dufour, 150 navires catalans débarquèrent dans le port d'Abdelwadi en 1308-1331. Beaucoup, sinon la majorité de ces navires, firent certainement plus d'une traversée d'un port du sultanat à un autre, et le chiffre n'inclut pas, bien entendu, les navires les Abdelwadi ou les navires appartenant à des Italiens castillans ou à d'autres États chrétiens. Selon des estimations modérées, les exportations catalanes à Tlemcen à la fin du XIIIe siècle se montaient à 35 000 dinars. Donc 13e siècle, ça veut dire à peu près pendant la période Abou Othman, Bnou Mourassen, le siècle, c'était pendant la période 35 000 dinars, et au début du 14e siècle, cette somme s'élevait à 100 000 dinars. C'est des chiffres très importants. Donc ces statistiques, quoique trop souvent incomplètes, témoignent de l'intensité et de l'envergure des échanges commerciaux entre Tlemcen et l'Europe à cette époque, en dépit du mauvais temps, le climat politique changeant et la piraterie évidemment. Donc les liens étroits entre Tlemcen et Aragon, c'est en Espagne bien sûr,
durèrent jusqu'au milieu du XVe siècle environ. Après quoi, prit fin l'influence catalane sur le commerce extérieur du sultanat. À partir du début du XIVe siècle, la diplomatie aragonaise se désintéresse de plus en plus du Maghreb pour se tourner vers le reste de la péninsule ibérique et vers l'Italie. La piraterie augmente, interrompant le commerce entre l'Aragon et le sultanat. Mais un autre facteur d'aussi grande importance intervient, la conquête de Gibraltar par les Mérinides en 1333 et la reconquête des îles Carquena et de Jerba en 1335 donnèrent aux musulmans une nouvelle assurance et les rendirent moins dociles aux pressions exercées par les Catalans et moins prêts à accepter une position de dépendance dans leurs relations avec la couronne d'Aragon. Donc rappelez-vous que les Mérinides, ils étaient engagés, fortement engagés au nom d'Andalousie, et pour eux, c'était non seulement pour défendre les Banu Ahmad contre les chrétiens, mais aussi c'était une stratégie tianique pour contrôler tout le Gibraltar, ou là, avec le détroit. Et bien, ils se sont installés dans le Jazira al-Khadra, et à ce jour, il existe des ruines mérinides dans le Jazira al-Khadra, ou Al-Jaziras, comme ils appellent. Et si vous avez la chance de visiter l'Espagne, n'hésitez pas à aller à Algeciras pour les visiter. Donc voilà, donc au début de... Donc là, on va parler de... Les marchands catalans continuèrent leur commerce avec les États ablouadites, mais les liens commerciaux avec les États italiens, Gênes et Venise semblent être devenus plus importants. Léon l'Africain, Hassan Ouzed, celui qui a visité Tlemcen au XVIe siècle. Donc, note la présence de Tlemcen au début du XVIe siècle de nombreux marchands génois et vénitiens. Il rapporte qu'avant la prise d'Oran par les Espagnols en 1509, qu'Oran ne fut plus le premier port du sultanat. Donc ça, je vais vous le donner, c'est que Wahran, elle va perdre sa réputation de port principal les Ianides, le Maghreb central, mais c'est Hunayn qui va prendre le dessus, et là je vais vous l'expliquer après la fin de ce texte. Donc il rapporte, quoique Oran ne fut plus le premier point du sultanat, des marchands généraux vénitiens aussi des Catalans, ils faisaient le commerce. Certains marchands arabes et juifs de Tlemcen tirèrent d'énormes profits de leur commerce avec le sud et avec l'Europe, et faute d'autres possibilités, ils investirent une partie de leur richesse en terre. La plaine fertile qui était située au nord de la ville était consacrée à des vergers, jardins, où de nombreux citoyens riches firent construire des maisons qu'ils habitaient. Pendant les mois d'été, les jardins étaient cultivés par les fermiers qui vivaient en ville. On cultivait beaucoup de vignes autour de Tlemcen et les vignerons juifs de la ville faisaient d'excellents vins. Donc ça c'est vrai. Donc Tlemcen était souvent réputé. D'ailleurs, les Français, ils ont continué de faire le commerce, faire de la culture, de la vigne, de la zitoun, de la Au-delà des jardins vergers de Bonne-Nuit, il y avait des terres consacrées aux céréales et à l'élevage. Ces terres aussi étaient souvent la propriété de riches citoyens, et elles étaient occupées par les villageois et par les tribus parfois apparentées à des familles de la ville. Durant l'époque médiévale, c'est la cité qui dominait l'agriculture et l'économie tribale de la région qui l'entourait, créant son modèle propre d'utilisation de l'espace rural. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure après ces trois vidéos, ces deux vidéos que je vous ai présentées au cours des semaines dernières. Donc, pour conclure sur ces relations diplomatiques, des relations commerciales avec Tlemcen, donc on peut dire qu'il est extrêmement difficile d'évaluer l'importance relative des différentes fonctions de la cité sous la dynastie almohadide. On manque en effet de données statistiques sur le taux de l'emploi par exemple. Cependant, il y avait un certain qui s'appelait Roger Le Tourneau en 1957 faisant le point de la situation entre le Maghreb et sur l'ensemble du Maghreb a dégagé deux aspects de l'emploi. Il suggère d'abord que dans les grands centres urbains, l'industrie employait environ la moitié de la population. Deuxièmement, il insiste sur le fait que dans les villes comme Tlemcen, Constantine, Fès et Marrakech, le commerce international avec l'Afrique subsaharienne et avec l'Europe était relativement peu important et que l'élément clé de l'économie urbaine résidait plutôt dans les fonctions de centre que ces villes remplissaient en fournissant des services à la campagne. D'après les documents que nous possédons, l'hypothèse que M. Tourneau là, semble exacte dans le cas de Tlemcen pour la période immédiate précoloniale. C'est vrai, 17e, 18e siècle, ça veut dire qu'elles étaient sous la domination les Ottomans.
mais pas pour la plus grande partie de l'époque ziyannide, parce que l'époque ziyannide c'était une partie florissante exceptionnelle pour Tlemcen. Des recherches récentes nous fournissent une image beaucoup plus précise sur le rôle du commerce international dans l'économie de la cité médiévale de Tlemcen. Il est vrai qu'il y avait certains risques à faire du commerce avec l'Afrique subsaharienne et avec l'Europe. Les caravanes venant du sud devraient faire de longs voyages et couraient toujours le risque d'être attaqués par les tribus nomades hostiles. Même si les mouvements des caravanes entre Tlemcen et la côte pouvaient parfois être dangereux et une intense activité diplomatique était nécessaire pour s'assurer la loyauté des tribus côtières sur la Méditerranée, le mauvais temps et la piraterie officielle ou non, chrétienne et musulmane, les deux côtés évidemment, pouvaient aussi interrompre le négoce. Néanmoins, des documents assemblés par Dufour, le fameux Dufour 1966, sur le volume et la valeur d'exportation catalane à Tlemcen entre le XIIIe et le XIVe siècle, les efforts des Aragonais pour contrôler et exploiter le commerce extérieur du sultan Abdul-Wahid et en particulier l'attirer puissant exercé par l'or africain. Toujours l'or qui c'était la première motivation. Par exemple les Espagnols, d'ailleurs la conquête c'est pas la reconquête entre guillemets du Nouveau Monde ou de l'Amérique, c'était dans un but de l'or. C'était ça. Ils pensaient qu'il y avait la fameuse cité d'or et que Christophe Colomb a promis à Isabella qu'il allait ramener de l'or, etc. Et le premier voyage, c'était une déception, mais plus tard, ils ont réussi quand même à exploiter les tribus locales, à les exterminer et profiter de l'or. Exercé par l'or africain, la présence d'une importante communauté de marchands européens à Tlemcen, tout cela indique certainement que les échanges commerciaux avec l'Afrique et l'Europe, suggérés par le commerce extérieur, étaient la clé qui permettait de comprendre le développement urbain dans l'ensemble du Maghreb. Certainement l'impact du commerce non seulement sur les secteurs industriels de la ville, mais aussi sur le secteur tertiaire, par exemple les guides, les gardes recrutés pour accompagner les caravanes vers le sud, les portiers, les gardiens employés dans les entrepôts de la ville, dû être considérable. Donc dès sa fondation, une des premières fonctions de la ville islamique de Tlemcen, donc Agadir Boutarad, fut celle d'un centre politique et militaire, dont les liens avec les États de l'Afrique subsaharienne avec l'Europe étaient manifestement bien établis dès le XIIe siècle, et même probablement plus tôt. N'est-il pas possible que ces fonctions qui virent leur importance accrue lorsque Abdul-Wahid fit à Tlemcen, leur capitale, aient permis à la cité de développer un niveau élevé de services, la distinguant ainsi des centres urbains voisins? À mesure que les centres urbains plus petits qui entouraient Tlemcen se voyaient attirés par son orbite économique, la capitale se mettait à jouer également un rôle régional important dans le Maghreb central. Donc c'est ça, et c'est la fin, c'était le dernier chapitre sur ses relations diplomatiques et commerciales. Donc Tlemcen, elle avait un modèle spécifique, Tlemcen, elle était prospérée spécifiquement, elle dépassait largement toutes les autres capitales, et surtout c'était par l'intelligence les rois ziyanides qui ont pu ou là qui ont su réorganiser les relations avec Aragon ou là avec les autres villes ou là les autres pays de l'Europe tels que l'Italie et la France. Donc ce qui a permis à Tlemcen de prospérer différemment et plus important, d'une manière plus importante que les autres villes comme Fès ou la Marrakech ou là encore Tunis. Donc là, je vais revenir sur une partie que j'ai c'était le port Terhonaï. Donc j'ai dit que le port Terhonaï, il a dépassé celui d'Awahab. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc souvent on cite le port Terhonaï, mais on ne connaît pas énormément d'informations avec. Pourtant, c'était le port principal thaïlandien. Et ce qui est encore plus, ce qui enfonce davantage le mystère au cours du port Terhonaï, c'est que son origine a encore été discutée. C'est que certains disent qu'il a une origine romaine, certains disent qu'il a des origines, c'est-à-dire qu'il dépendait de l'empereur de Yoruba. Mais je vais vous donner les informations pour que vous puissiez comprendre. Alors,
Qu'est-ce qui prouve que le port de Honain est devenu un port important par rapport à celui d'Oran? Donc je l'ai dit que Oran, c'était une ville commerciale où le port était pseudo-indépendant parce que tout se faisait, les impôts, tout se faisait sur place. Donc il jouissait d'une certaine indépendance contrairement aux autres ports. Donc c'est là où ce qui nous suggère comme quoi Tlemcen, la ville elle-même, la capitale, avait un autre port qu'elle contrôlait à 100%. Elle ne pouvait pas laisser Wahran qui était aujourd'hui c'est 2 heures de route, c'est certes, mais à l'époque c'était une très très longue marche. Donc comment les Ianites pouvaient laisser que Wahran soit pseudo-indépendant, le port à Wahran soit pseudo-indépendant, ils se donc forcément il y avait un autre port qui était comment dirais-je, il était le premier que les Ianites contrôlaient ou les spécifiques à Tlemcen. Donc, au mois de juin 1385, une lettre du gouverneur de Mayor au sultan de Tlemcen, c'était Abu Hammoum Moussa II, indique que Honain était officiellement le port d'entrée dans le sultanat. Au XIIIe siècle, Oran semble avoir été beaucoup plus important. Le port d'Oran, là, semble avoir beaucoup plus important que Honain. Au début du XIVe siècle, les deux ports étaient d'importance égale. Ceci dit, la lettre de l'année 1385 ainsi que les recherches faites sur place, la cour de Grande Maison, c'était le cours Grande Maison en 1966, ça c'est un auteur qui indique que cependant qu'à la fin du XIVe siècle, Honain était le port principal du sultanat, mais nous ignorons la raison de son importance croissante et du déclin relatif d'Awah. Donc, هذا على البور d'Oran, la comparaison entre Wahran et Honain. Alors, Honain, le port de Honain, donc c'est devenu au cours du XIVe siècle le port principal de Tlemcen. Mais c'est quoi? Quelles sont ses origines? Nenja le port. Je vous dis, on a parlé beaucoup, mais très peu connaissent son histoire. Donc, j'aimerais donc la parenthèse à le port pour que vous puissiez avoir une idée ou là, parce que c'est un port qui a joué un rôle très important, non seulement l'économie, parce que comme je viens de le dire, c'était un port important à Tlemcen, mais aussi c'était par là que les réfugiés andalous ou les Tlemcen, et c'est par là qu'ils étaient accueillis d'abord. Donc, les avis sont partagés au sujet de l'origine de Honain. Les uns en font une cité romaine et voient que son port, donc Artisiga, ça veut dire Tafna, comme il l'appelait l'Amazir, il l'appelait Tafna, ou le Porto Sicily de l'itinéraire d'Antonin, les autres de Gypsaria, de Ptolémée, dépendant de l'empire de Urarta. Donc certains disent que c'est Urarta, d'autres ils dépendent de l'empire de Urarta, d'autres ils disent qu'il dépend de les Romains, ou les Romains qui l'ont fondé. Mais ce qui est très important, c'est que des recherches, donc nous pensons que ceux-là sont dans l'erreur, attendu que des fouilles nombreuses, laborieusement dirigées par plusieurs chercheurs, et que lorsqu'ils étaient, par exemple, lorsqu'ils étaient la région de Tlemcen, surtout principalement après la colonisation française, mais aucun vestige d'occupation romaine n'a été trouvé. Donc, ce qui suggère, ce qui nous envoie comme quoi ce port est plutôt, c'était un port issu de la tribu Amazir, où là c'était un port qui dépendait de l'empire de l'Europe. Alors, tout est obscur sur le port Honain. Donc, comme je viens de le dire, certains c'est quelque chose de romain, d'autres disent que c'est plus de Amazir, mais on n'a pas trouvé de vestiges romains sur place. Donc, ce qui nous suggère fort possiblement que ce port est plutôt Amazir qui dépendait de l'empire de Urarta. Alors, il y a, si vous lisez, pour les gens qui ont fait des recherches sur ce port, là ils ont essayé de décrire son histoire, et surtout en utilisant des références françaises au début de la colonisation, il y a énormément d'erreurs. Les Espagnols, lorsque
ils ont sur leur carte, lorsqu'ils ont essayé de situer Honaï sur la carte, il y a une erreur, deux erreurs se sont produites que j'ai pu relever. La première, c'est que, et qui confirme les dires d'un certain l'allemand Mannert, qui l'avait publié en 1842 et qui a dit comme quoi, par exemple, il dit que Léon l'Africain, lorsqu'il a visité le XVIe siècle, il a écrit que cette position coïncide avec celle de Ronaine, une bourgade romaine avec de fortes murailles et un petit port de mer faisant le commerce des grains, etc., etc. Mais ça, c'est faux, parce que lorsqu'on lit le travail Léon l'Africain ou le Hazel Wazan n'a jamais mentionné que Honaïn était une bourgade romaine ou là c'était une cité romaine ou là quoi que ce soit. Donc ça c'était une erreur, la première erreur. La deuxième erreur c'était sur les cartes espagnoles. Donc sur l'endroit de Honaïn, on pense que le nom de Honaïn viendrait de son nom de race Honaïn ou le Cabo Hon, comme les Espagnols les appellent. Et malheureusement, sur les cartes de Ptolémée, celui qui a fait, vous savez, le fameux itinéraire romain, etc., donc il marque que cet endroit ne correspond pas à Cap de Hon, mais plutôt à Cap de Noé, sous le nom de Manium Promontorium. Donc, là déjà, il y a une erreur, il y a une confusion bin Honaïn ou bin le Cap de Noé. Et ce qui suggère aussi comme quoi les cartes elles-mêmes, elles sont fausses. Et ça, pourquoi je vous parle de ça, et je vous donne ces noms romains et tout, parce que ça nous envoie exactement à ce qui s'est passé pour Maria, ou là pour la fameuse bourgade romaine qui a été trouvée à Tlemcen, etc. Certes, à Tlemcen, on a trouvé des pierres romaines et tout, mais comme je l'ai dit, sa localisation, ou là, sa situation, sa position géographique reste discutable. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la géographie ancienne donc, ne mentionne pas correctement ce port. Et aussi au niveau, des fois carrément, vous trouvez que Honaïn elle a été située au niveau de Razawa, de Ad-Fratres, les deux frères. Donc là, il y a quelque chose qui... D'ailleurs, les Romains, ils ont fait un poste. D'accord, c'est au niveau de Razawa, peut-être que les choses sont un peu plus claires, parce qu'on sait que c'est romain et tout, mais pour Honaïn, reste discutable et rien ne le prouve. Surtout que aussi, que lorsque Léon l'Africain ou le Hasan Wazan il l'écrit, il ne l'écrit pas comme je l'ai dit, il ne dit jamais que ça a été une bourgade romaine où là des vestiges ont été, où là il a vu des vestiges romains sur place, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'il dit le Bakri? Le Bakri, c'est-à-dire le fameux le géographe al-Bakri, ça il nous dit que Honaï, donc par exemple al-Bakri, lorsqu'il a visité le géographe andalou, lorsqu'il a visité l'Algérie ou le Tlemcen au XIe siècle, là lorsque vous lisez les documents Tiao, le livre Tiao, vous allez voir que il sépare complètement Honaïn à la Mursala, à la Ghazawat. Donc ce qui veut dire comme quoi le Bakri il était beaucoup plus précis dans sa description. Et donc le Bakri est 100% et dans le vrai, contrairement aux autres géographes, ou là, contrairement aux autres chroniqueurs, ou là, les pseudo-chroniqueurs qui sont venus avec la colonisation française. Mais c'est normal parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue et ils découvrent ce pays pour la première fois, alors que les Andalous, ou là, les géographes andalous, ils venaient souvent à Tlemcen dans la région, ils connaissent très très bien la géographie. Donc Honaïn est bien le Hisn Honaïn des Arabes, comme l'Arabe situé entre le cap de Noun, ou là de Noé à l'ouest, et de Ras Ammar, ou le cap des trois îles, sur lequel est édifiée une vieille tour pointée sur les cartes sous le nom de Burj Hamr. Ça, c'est ça ce qu'on peut dire de Honaïn. Donc Honaïn il appartient à la dynastie Amazigh, ou là aux tribus Amazigh, ou là à l'empire de Yugurta, et que on l'appelle plus Hisn Honaïn.
Hunayn, ce qui nous envoie ici Hizn, donc ça veut dire c'est arabe, donc une nom arabe lui a été attribué, donc situé entre le cap de Nou, le cap de Noué, donc tu vois, parce que Hunayn, mais j'aime juste dire donc ماشي بعيد عليه, et à l'ouest, et par Ras Amar, ou là, le Burj Amar, de l'autre côté. Donc, les luttes de Hunayn, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hunayn c'est important? On sait qu'il a été restauré par exemple par Abdelmoumen ibn Ali, Mu'assis al-Dawla al-Mouahidiyya, parce qu'Abdelmoumen ibn Ali était issu de cette région, de la région de Hunayn. Donc la forteresse ou la Hisn Hunayn avait plusieurs fois à soutenir des sièges mémorables. Sa position sur le littoral, l'accessibilité de son port, ses richesses naturelles, l'a désigné fatalement au coup de ses ennemis. Elle fut souillée maintes fois par des incursions des armées marocaines, c'est-à-dire les Mérinides, marchant à la conquête de Tlemcen et des villes voisines comme Oujda ou Nodroma. En 1298, une expédition dirigée sur Tlemcen et Oujda par Abu Yaqub envoya un détachement de troupes à Hunayn dont les habitants furent leur soumission afin d'éviter le pillage et envoyèrent une députation de leur chir au camp d'Al-Mansoura devant Tlemcen, le quartier général des envahisseurs. Donc l'année 1335 fut aussi marquée par une nouvelle chute de Hunayn qui succomba après un siège régulier dans des circonstances militaires courantes ou là des circonstances voilà. Donc là, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel que le port était souvent attaqué, souvent agressé, parce que c'était le premier port, ou là, il était devenu le premier port. Le sultan Zianine, sa position stratégique, il était fortement fortifié, il y avait une qasba, il y avait toute une ville autour, hein, il y avait des murailles, parce que si vous voyez sur les anciens, quand tu il y avait des anciennes murailles, il y avait une porte, il y a toujours cette porte, Bab al-Bahr, on l'appelle la porte de la mer, qui donnait accès, donc on pense qu'il y avait des châteaux, il y avait un palais, au moins un palais, où là, il y avait des bureaux, il y avait des administrations, parce que pour contrôler le commerce, la taxe, les douanes, il y avait aussi des habitations à Saba, donc ça veut dire il y avait un détachement militaire, donc c'était une région, là, une ville complètement, une ville très 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 importante. Donc c'est pour ça, et c'était la clé, c'était la porte d'entrée à Tlemcen, et c'est pour ça qu'elle a été souvent, la ville, ou la Hisn, la citadelle de Hunayn a été souvent soumise, ou souvent assiégée par les Mérinides durant leur lutte perpétuelle contre Tlemcen. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu une idée du à Tlemcen et la prospérité, la croissance économique, la puissance économique, l'intelligence de ces rois pour maintenir ces relations diplomatiques, pour favoriser le commerce, pour pousser le négoce à des échelles très très élevées à Tlemcen. Surtout, ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils ont consacré tout un marché à Tlemcen. C'est comme si on pense aujourd'hui à la City of l'Angleterre, c'est que enfin, à Londres, où là كاين زعما هكذا dans plusieurs هكذا le downtown ou là le quartier business des villes aujourd'hui, alors qu'à Tlemcen il y avait déjà c'était le Qisaliya, où elle avait des murailles, elle était entourée de murailles, il y avait un système douanier, le fanader, il y avait des buvettes, il y avait des cafés sur place, il y avait des marchés et des expositions, des exhibitions de marchandises, des négociations de partout. C'était très 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 animé, alors que ça c'était au XIIIe siècle, et ce modèle aujourd'hui il est reproduit dans plusieurs villes, là comme la Défense à Paris, ou là, dans plusieurs villes à travers le monde, alors qu'à Tlemcen pendant la période médiévale avait déjà ce genre de trafic commercial, ou là ce genre de négoce sur son territoire.
Alors, merci pour votre écoute. Je vous dis la prochaine fois, Inch'Allah. Donc la prochaine fois, on va rentrer directement dans l'exposition des les principales raisons de la chute de la dynastie Zianide. On va un petit peu parler aussi sur le devenir des derniers rois Zianides, les descendants Zianides, qu'est-ce qui s'est passé, donc certes aujourd'hui on a le nom de Zian, Zian Awal, Zian Tianim, Ziani, tout ça c'est nom à Tlemcen, mais on les retrouve aussi dans d'autres villes. Donc quel était le devenir de cette tribu amazigh, quel était le devenir de ces derniers rois, et surtout le dernier sultan qui a négocié avec les Espagnols, les Espagnols. Et bien sûr on va un petit peu parler là on va introduire le sujet de l'arrivée des Ottomans à Tlemcen. Principalement on va parler de l'Arrouj Barbaros. Donc merci, Inch'Allah la semaine prochaine ou là dans une semaine, et je vous dis filaman, salam alaikum. Donc merci pour tous vos messages, ça me touche vraiment, et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Salam alaikum, salam.